Deuxième jour de visite pour Gorbatchev à Paris. La France et l'URSS lancent un appel pour un cessez-le-feu immédiat au Liban. Gorbatchev en exclusivité sur Antenne 2. Il a répondu aux côtés de Mitterrand aux questions de Christine Ockrent et Georges Bortoli. L'aveu des soviétiques à propos du MiG-23, ils avaient perdu la trace de l'avion sans pilote qui s'est écrasé hier en Belgique. La ruée de 230 000 bacheliers sur l'université, cohue pour les inscriptions, mais pas dans toutes les facultés. Wimbledon, sans surprise, Lendl et Becker qualifiés pour les demi-finales. McEnroe a battu Wilander, plus difficilement. Bonsoir, le Liban a été au centre des entretiens de Mikhail Gorbatchev et de François Mitterrand. À l'issue de 2 jours de visite de Mikhail Gorbatchev en France, les deux présidents ont publié un communiqué commun. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat dans ce pays et ils demandent qu'on cesse de fournir des armes aux acteurs du conflit libanais. C'est l'un des résultats de cette visite et nous allons avoir l'occasion d'y revenir largement. Car, en exclusivité pour Antenne 2, le président Gorbatchev a accepté de répondre aux questions de Christine Ockrent, de Georges Bortoli et de Jean-Pierre Elkabbach. Alors Christine, vous êtes encore à l'Élysée, vous venez d'interviewer le numéro 1 soviétique. Christine ? Oui Hervé, me voici encore dans la bibliothèque des appartements privés de l'Élysée. C'est ici, il fait très chaud, qu'il y a tout juste 1 heure, le président Mitterrand et le président Gorbatchev nous ont reçus, Antenne 2 et Europe 1 ensemble, comme au Kremlin en novembre dernier. Nous avons pu, vous allez vous en rendre compte, approfondir les propos des deux présidents sur le contenu de leurs entretiens et surtout, bien sûr, sur l'évolution, le sort de la perestroïka, mais aussi la Chine. Un entretien très typique, encore une fois, du style très particulier de Mikhail Gorbatchev. A tout de suite donc Christine pour cet entretien exclusif avec le président Gorbatchev aux côtés du président Mitterrand. Mais tout de suite la journée du numéro 1 soviétique qui a encore été très chargée. Entretien avec François Mitterrand bien sûr, mais aussi rencontre avec Jacques Chirac, Michel Rocard, Georges Marchais. Alors revoyons le film, il s'intitule « Journée du président soviétique à Paris ». Gilles Rabin. Quelle que soit la capitale visitée, pas de voyage officiel sans la très classique cérémoniale de l'inévitable dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu. Sous l'Arc de Triomphe ce matin, Raïssa a voulu ajouter une note très personnelle à la cérémonie. Décidément, le couple Gorbatchev ne fait rien comme tout le monde. La journée commence à peine et le numéro 1 soviétique a déjà 20 minutes de retard. Jacques Chirac l'attend. Quand ils se sont connus, l'un était secrétaire général, l'autre Premier ministre. Aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev est aussi président, Jacques Chirac n'est plus que maire de Paris. Les deux hommes s'entretiendront pendant une demi-heure, sujet le plus débattu, d'après les soviétiques, la maison commune européenne. Ce que confirmera plus tard Jacques Chirac. Nous avons parlé d'une certaine conception de l'Europe de demain, qui s'exprime dans la pensée soviétique sous la forme de la maison commune, et qui s'exprime dans mon esprit davantage sous la forme d'une Europe rassemblée, prospère, pacifique, un peu comme le général de Gaulle l'avait voulu quand il parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Le moment va être venu maintenant de la mettre en œuvre. Hôtel de Ville, Sorbonne, le numéro 1 soviétique planche devant l'intelligentsia parisienne. Sujet, la perestroïka, la Chine et encore la maison commune européenne. Eh bien, quant à l'Europe, j'ai les mêmes idées qui animaient le général de Gaulle. Il s'agit de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Déjeuner à l'hôtel Marigny. Les Gorbatchev reçoivent les Rocard. Signature des accords de coopération déjà mis au point. Puis, séance de travail plénière, les deux délégations réunies. Avant de marcher quelques minutes, Faubourg Saint-Honoré, les deux présidents rendront public un appel à un cessez-le-feu immédiat au Liban et réclameront le rétablissement de la souveraineté libanaise. 17h30, conférence de presse conjointe, en réalité un show Gorbatchev dont François Mitterrand lui-même s'amusera. La Pologne et Solidarność, Lech Walesa sera reçu à Moscou. Solzhenitsyn, non seulement les soviétiques vont bientôt lire ses œuvres, mais sa réhabilitation officielle est en cours. L'ambiance est si détendue qu'un journaliste ira jusqu'à demander à Gorbatchev s'il est chrétien. J'ai été baptisé, répond-il, y voyez-vous un inconvénient? Sur la perestroïka, il restait une question qui n'avait pas encore été posée. Qu'adviendrait-il si vous étiez empêché de la poursuivre vous-même? Où est-ce que les
britanniques seraient au courant du fait que les jours de Gorbatchev sont comptés. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai lue dans le Figaro. Mais ça ne me surprend pas parce que le Figaro écrit cela depuis si longtemps déjà. Oui. Oui, nous le savons, ça ne nous surprend plus du tout. Nous connaissons bien tous les organes de presse. Nous savons bien pour qui ils travaillent. Non, je vous en prie. De toute façon, nos jours sont comptés. De toute façon. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le nombre. C'est un avantage ou un inconvénient? Alors ça, c'est à vous de répondre. Hein? Demain, le temps fort du voyage en France de M. Gorbatchev, ce sera le discours au Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est l'Europe des 23 et pas seulement l'Europe des 12. Aujourd'hui, outre la déclaration commune sur le Liban, l'essentiel de la visite a été axé sur les échanges économiques. Comment faire pour que la France et l'Union soviétique commercent plus entre elles? C'est le but de toute une série d'accords signés à Paris. Maryse Manot. Que les économistes de M. Gorbatchev déjeunent avec M. Bérégovoy, quoi de plus normal? Que ces mêmes hommes, une heure plus tard, aillent vendre la perestroïka aux industriels français et à la presse économique, cela démontre une volonté particulière. Si l'on en croit l'auditoire, ils ont beaucoup de talent, les hommes de Gorby. Ils sont jeunes, courageux, ils ont des risques considérables et ils veulent réussir. Alors ils expliquent leurs problèmes et c'est nous qui sommes séduits. Pour séduire la presse, l'économiste Popov tient salon juste à côté. Glasnost s'oblige, il va même jusqu'à dénoncer l'insuffisance de l'ambassade soviétique à Paris. L'ambassade soviétique n'a fait aucun effort pour que l'on rencontre des hommes d'affaires français. L'ambassade a brillé par son absence. Traduisez, tout le mérite revient aux hommes de Gorby. Comme les accords signés cet après-midi à l'Élysée sur la télévision haute définition et à terme la fabrication par Thomson de 600 000 postes de télévision couleur. Plus que des contrats du siècle, c'est le long terme que veut privilégier l'URSS. 11 accords cadres ont été signés portant sur la coopération scientifique et la formation des cadres soviétiques. Nous allons faire venir en France 27 soviétiques, dont 9 ingénieurs, qui vont pendant plusieurs mois être formés chez nous. Et ensuite, nous allons envoyer des missions en Arménie pour former sur place le personnel soviétique. Quant aux entreprises françaises qui l'ont reproché leur manque d'audace, elles viennent de créer 2 consortiums pour permettre le rapatriement des devises et faciliter des échanges commerciaux qui restent à concrétiser. Oui, j'ajoute encore une manifestation concrète de ces accords économiques, le projet d'un complexe hôtelier de 1000 chambres à Leningrad. Le protocole d'accord vient d'être signé et annoncé, un contrat de 850 millions de francs environ. Mais il est temps maintenant d'écouter l'entretien que viennent d'avoir Christine Ockrent, Georges Bortoli et Jean-Pierre Elkabbach avec le président Gorbatchev, qui se trouvait donc aux côtés du président Mitterrand. Explication détaillée sur 2 jours d'entretien. Messieurs les présidents, bonsoir. Merci de recevoir ensemble à nouveau Antenne 2 et Europe 1 pour un entretien particulier qui va nous permettre d'approfondir certains points que vous avez l'un et l'autre évoqués au cours du séjour de M. Gorbatchev à Paris. Monsieur Gorbatchev, vous avez plusieurs fois insisté sur les dangers et les risques de déstabilisation dans votre partie du monde. En novembre dernier, au Kremlin, vous nous disiez que la perestroïka est irréversible. 7 mois plus tard, est-ce que vous estimez que la situation est encore plus difficile que vous ne le pensiez? Eh bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus certain qu'il y a quelques mois, à savoir que la perestroïka est tout à fait irréversible. Et cela est confirmé par le dernier grand événement qui s'est passé en URSS, à savoir la réunion du Congrès du peuple. Les opinions du peuple entier se sont exprimées. À la suite des élections qui se sont passées dans une atmosphère unique que notre pays n'a jamais connue de toute son histoire, évidemment. On peut parler des avantages, des inconvénients, des côtés positifs ou négatifs de la campagne, mais c'est un pas immense en avant sur la voie de la perestroïka.
et sur la voie vers une vie civile normale. C'est vraiment la preuve évidente de l'irréversibilité de la perestroïka. D'où vient alors, Monsieur le Président Gorbatchev, cette impression que l'on lit, que l'on entend d'une sorte de fragilité de votre position? Quelle est la plus grande menace pour la perestroïka et pour vous-même, peut-être aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'instabilité s'agissant de la perestroïka, s'agissant d'une politique qui a été proposée par le PCUS. Je pense au contraire que depuis la dernière campagne, depuis les derniers congrès, cette politique a reçu une confirmation éclatante. D'autre part, le secrétaire général du PCUS a été élu président par une majorité éclatante, mais selon une procédure secrète, à bulletin secret, donc. Donc c'est un progrès. Écoutez, oui, c'est un progrès, bien sûr. Oui, au fond, vous êtes submergé par une vague de critiques qui peut-être est très haute, mais cela me confirme dans le fait que le peuple veut la perestroïka et souhaiterait que cette perestroïka apporte des résultats tangibles en matière économique. C'est ainsi que je vois les choses. Je crois, M. Gorbatchev, que l'un des grands problèmes de la perestroïka, c'est la lenteur du développement de votre économie. Ce qui va me permettre de poser une question peut-être à M. Mitterrand. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France doit soutenir la perestroïka en injectant des crédits, des investissements en URSS? Oui, je crois que c'est un devoir pour les pays démocratiques que de contribuer dans la mesure de leurs moyens à la réussite de la perestroïka. Le mouvement vers lequel se dirige cette perestroïka est évident. C'est un mieux pour tout le monde. Et si l'Union soviétique éprouve des difficultés, il faudrait en débattre. Pour son propre développement, les pays d'Europe et d'ailleurs qui souhaitent la réussite doivent y contribuer. C'est ce que fera la France, je le répète, dans la mesure de nos moyens. Alors il y a le panier de la ménagère, il y a aussi les nationalités, vous vous apprêtez. Oui, mais pas seulement. Je dirais même davantage. L'essentiel pour les résultats de la perestroïka reposent sur les épaules de notre peuple. Personne ne fera la perestroïka à notre place. C'est nous qui en avons la responsabilité. C'est nous qui savons ce qu'il nous faut. Bien sûr, nous pouvons résoudre certains problèmes d'une façon plus facile si d'autres pays y participent sur la base de l'égalité. Parmi ces problèmes, M. Gorbatchev, il y a le problème des nationalités en Union soviétique. Il va y avoir un congrès des nationalités vers la fin du mois de juillet. Comment trouver une approche commune à des problèmes qui paraissent chaque fois si spécifiques et qui représentent pourtant une même aspiration? Je pense que vous connaissez mon dernier discours, n'est-ce pas? La première partie de ce discours est une constatation de l'inquiétude que nous éprouvons, et toute la société. Quant aux 2 tiers restants de ce discours, c'est un programme constructif. Il existe des possibilités pour que ces problèmes soient résolus. Au cours de la 2e étape de la réforme politique, qui va porter précisément sur les républiques, sur les organes locaux, les pouvoirs locaux, et nous avons des propositions très solides qui nous permettront d'en discuter et de faire quelque chose. On voit des arbres. Non, mais concrètement, je dirais ceci. Nous estimons que notre situation est unique en ce moment
unique au monde entier. Et malgré les côtés négatifs qui se sont manifestés, notre union existe depuis plus de 70 ans. Nous avons cependant parcouru un chemin très long. Nous avons développé les cultures, les économies, nous avons instauré l'égalité. N'oubliez pas qu'au moment de la Révolution, nos peuples n'étaient pas au même niveau de développement. Et actuellement, il y a une sorte d'amalgame, de fusion, du point de vue de l'économie, de la culture. Et au fond, nos peuples se sont mélangés aussi. Il n'existe pas une seule république chez nous où il n'y ait pas au moins une dizaine de nationalités. Et c'est pourquoi nous pensons, et c'est important et je le souligne, que la voie vers la solution du problème se trouve dans le développement de l'Union et le développement des républiques, dont il faut renforcer la souveraineté. Il faut élargir leurs droits, leur autonomie, garantir les droits des minorités, développer la culture dans ces républiques en nous fondant sur l'acquis au lieu de le détruire. Et ainsi, au cours de la deuxième étape, nous pourrons aller plus loin. Monsieur le Président, par le dialogue, par des moyens qui ne sont pas la violence? Oui, bien sûr, sur la base de la démocratie, sur la base d'amendements constitutionnels, qui vont se faire tout à fait selon le droit, selon des processus démocratiques. C'est ainsi que les modifications vont se faire. Il est naturel que dans une telle situation, les éléments instables se font jour, dont nous voudrions nous garder, et dont nous voudrions protéger la perestroïka. Alors, si la perestroïka en souffre, les intérêts des peuples en souffriraient. Tous les deux, au cours de la visite, vous avez beaucoup dit que l'après-guerre avait vécu. En tant que président de la Commission européenne pour 6 mois, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez prolonger les rapports entre l'Europe de l'Ouest, indépendante, forte, autonome, avec l'Union soviétique, et que le processus européen qui conduit à la fin du siècle peut se développer? Cette conversation va bientôt s'arrêter. Je pense qu'il était intéressant pour les Français d'entendre surtout l'opinion de notre invité, du président de l'Union soviétique. Grand peuple, ensemble de grandes nations qui représentent une grande histoire. Il est chez nous, nous l'entendons et nous le recevons avec beaucoup d'intérêt. Bon. Mais les problèmes, il a dit lui-même, qui touchent au développement de la perestroïka, cela relève de la souveraineté soviétique. On pourrait dire c'est leur affaire, mais c'est aussi la nôtre. Ouais, c'est leur affaire, parce que tout ce qui se passe là-bas intéresse le reste du monde. De même, le problème réel des nationalités dans cet immense pays, avec les degrés de développement différents qu'on a signalés il y a un moment, c'est leur problème. Ça nous intéresse aussi, car les répercussions de l'ordre ou du désordre, de la stabilité ou non, en Union soviétique, commande aussi l'équilibre du reste du monde. Mais il est un troisième point sur lequel j'insiste, c'est que le processus de paix qui passe par le désarmement intéresse la France tout autant que l'Union soviétique. Et de ce point de vue, je réponds à votre question, l'existence de la communauté européenne que je préside présentement, son renforcement, sa cohésion, peut contribuer puissamment au développement du processus de paix en Europe, dans le monde. Nous représentons 320 millions d'habitants, nous avons une économie puissante, nous sommes la première puissance commerciale, et nous sommes les voisins directs de l'Union soviétique. Donc, de ce fait, j'insiste sur ce point. Beaucoup de choses dépendent de l'Union soviétique chez elle et de ses dirigeants. C'est l'affaire de ce peuple. Beaucoup de choses nous sont communes. Alors justement, Monsieur Mitterrand, vous faisiez état à propos de la Chine, de préoccupations largement communes lors de la conférence de presse de tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut imaginer, vous avez fait une déclaration commune l'un et l'autre sur le Liban, ce qui est rare dans notre pratique diplomatique. Est-ce que l'on aurait pu imaginer une forme de déclaration commune sur les événements en Chine? On peut tout imaginer. Cela n'a pas été fait en tant que déclaration écrite et publiée, mais je crois que sur beaucoup de points, nous avons partagé les mêmes sentiments. Cela dit, la politique de l'Union soviétique n'est pas la politique de la France et vice-versa. Ce que je dis de mes regrets très vifs, le mot regret est un terme diplomatique, regarde ce qui est une sorte de régression, de grave recul dans le développement et dans l'évolution de la Chine contemporaine, se considère comme une blessure pour l'équilibre mondial et avant tout cela pour le peuple chinois. Bon. Mais nous n'avons pas prétendu mettre d'accord dans cette entrevue qui a duré quelques heures sans doute, mais pas assez pour brasser tous les problèmes du monde, une déclaration commune sur ce sujet. Ça viendra peut-être un jour. Monsieur Mitterrand, vous receviez l'hiver dernier Monsieur Walesa à Paris. Oui. Est-ce que Monsieur Gorbatchev recevrait à Moscou Monsieur Walesa pour montrer son approbation de cette démocratisation accélérée qui a lieu actuellement en Pologne? Je viens de répondre à cette question à la conférence de presse. Bon, en résumé, je répète que nous avons d'excellentes relations avec la Pologne, notre voisin. Nous avons des contacts très intenses sur tous les plans, économiques, culturels, touristiques, etc. Ces contacts se multiplient, de nouveaux éléments s'y ajoutent tous les jours, de nouveaux représentants des institutions politiques apparaissent. Alors, dans le cadre des échanges entre syndicats ou associations, pourquoi ne pas organiser une telle visite? Je n'y vois aucun inconvénient. Question contraire, si vous le permettez. La Roumanie n'est pas un exemple de démocratisation accélérée. Demain, après la France, vous allez justement à Bucarest. Est-ce que M. Ceausescu n'est pas un petit peu un allié gênant, encombrant? Et infréquentable. N'établissez pas des fiches d'identité pour les pays. Enfin, nous sommes en quelque sorte le pays qui est l'aîné parmi ces autres pays, et moi je ne prends pas sur moi le droit de juger le peuple roumain, par exemple. C'est le peuple roumain qui doit résoudre ses propres affaires intérieures. Monsieur Gorbatchev. Et la Roumanie moderne le mérite certainement. Monsieur Gorbatchev, vous avez parlé du bicentenaire et vous avez vu la Bastille hier. Est-ce que le mur de Berlin n'est pas une des dernières Bastilles d'aujourd'hui? Est-ce que les conditions historiques ne seront pas bientôt remplies pour qu'il disparaisse? Bon, vous pensez que vous m'avez posé une question très dure? Non. Écoutez, beaucoup de choses sont nées en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Il y a eu la guerre froide. Alors la guerre froide est terminée. La guerre froide maintenant tombe dans l'oubli. Voilà. Et le mur aussi? Alors, je pense que le mur d'ailleurs n'est pas l'obstacle le plus rude sur la voie de la construction de la maison commune européenne. Quand il y a, par exemple, 2 millions d'hommes armés qui sont là, armés jusqu'aux dents, ça c'est un obstacle. Non, écoutez, ne vous écartez pas des problèmes fondamentaux. Pour les journalistes, les métaphores sont certes nécessaires, mais je vous invite, alors que l'Europe passe par un tournant maintenant, de repenser vos questions. Vous n'êtes pas offensé? Non, pas du tout. Si vous permettez, mesdames et messieurs, nous avons été obligés de cesser cette conversation. Vous avez beaucoup parlé, qu'avez-vous à faire en commun?
ne pouvez pas nous promener, même si c'est très intéressant, à travers toute la planète. Ce que nous avons à faire, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la loi du genre. Ce que nous avons à faire en commun, d'abord, c'est à bâtir une relation franco-soviétique solide, pacifique, constructive. Ensuite, c'est à défendre la paix. Et donc à veiller à un désarmement contrôlé, simultané, les yeux bien ouverts. Et c'est aussi à bâtir l'Europe, notre continent commun. Voilà, on a beaucoup de choses à faire ensemble. On n'a pas tout à faire ensemble. Hein. Et puis les soviétiques, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire ensemble, chez eux, pour les affaires qui les regardent. Je pense que cela permettra de classer un peu l'ordre de vos questions. Oui. Un dernier point très ponctuel, si vous le permettez. Le MiG soviétique qui s'est écrasé hier en Belgique après avoir traversé cette future maison commune, ces deux Europes. Quelle est votre interprétation, Monsieur Gorbatchev? Eh bien, je regrette cet incident. Les Belges le savent d'ailleurs. Et les Belges connaissent les causes de l'accident et nous avons transmis nos condoléances. Évidemment, ce genre d'accident peut arriver. Mais il vaut mieux les éviter. Tout à fait. Je profite de cette rencontre avec le président de la France pour féliciter le peuple français à l'occasion du grand bicentenaire, du grand jubilé de la Révolution française. Nous sommes très heureux d'être ici à cette occasion. Nous sommes heureux de partager votre joie et nous voudrions souligner notre respect profond devant la France et le peuple de France. Merci, Monsieur Gorbatchev. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Voilà, fin de cet entretien exclusif à Antenne 2. Et pour clore ce long chapitre Gorbatchev, eh bien l'autre vedette de la visite, celle que vous avez vue juste derrière les journalistes tout à l'heure, derrière Christine, c'est Raïssa Gorbatcheva, l'épouse. Le plus souvent, elle a accompagné son mari, d'ailleurs au cours de cette visite à Paris. Elle a tout de même fait l'école buissonnière 2 ou 3 fois, en évitant soigneusement de se rendre chez les grands couturiers. Il paraît que cela fait mauvais effet chez les ménagères du Caucase. Pascal Deschamps, Franck Brisset. Cobra n'aura pas vu Raïssa, mais partout où elle est allée, il l'a précédée, flairant toute trace d'explosifs, comme ici, dans les locaux de l'association France-URSS. Car dès hier, le ton était donné. Pas de shopping, du sérieux. Comme elle nous le confiait d'ailleurs d'emblée, le protocole a prévu un planning très rigide, on verra s'il reste du temps. À défaut de parler chiffon, Raïssa aura donc parlé perestroïka, échange culturel et bien sûr bicentenaire. Le tout sous le regard affolé de Sergueï Poustovoïtchenko, responsable de sa sécurité, ou celui fasciné de Nikolai Goubenko, directeur du plus grand théâtre russe et qu'il a rencontré hier pour la première fois. Vous savez, c'est un peu délicat de faire des compliments, parce que c'est quelqu'un de très important, c'est quand même l'épouse du chef de l'État. Mais j'aime bien ce genre de femme, sa façon de parler aux gens, je la trouve très sympathique. Culture et cohue étaient encore au rendez-vous cet après-midi au Grand Louvre, que Raïssa visitait avec Daniel Mitterrand et Jack Lang. Tous les trois ont eu beaucoup de mal à accéder aux fondations de la forteresse de Philippe Auguste. Pour cela, Sergueï a dû se fâcher, tandis que quelques petits malins avaient trouvé l'observatoire idéal. Tout cela ne me dérange pas, je suis toujours très heureuse de venir à Paris. Je trouve l'idée de cette pyramide très intéressante, c'est un très beau travail. Demain, Raïssa Gorbatcheva accompagne son mari à Strasbourg pour de nouveaux tumultueux bains de foule. Good journée pour le service d'ordre. Eh ben dis donc, quel sué. Le mystère du MiG-23 soviétique, M. Gorbatchev vient d'en parler à l'instant. À l'ouest, on proteste et à l'est, on est gêné. Hier, un MiG-23 soviétique, je vous rappelle, s'est écrasé en Belgique, après une course folle sans pilote. La surprise, eh bien, elle est venue des soviétiques. Aujourd'hui, ils ont annoncé que le MiG n'avait pas été repéré par les défenses des pays communistes avant que l'avion ne passe à l'ouest. Une sérieuse faille dans la défense des pays de l'Est, mais qui, curieusement, pourrait améliorer les relations Est-Ouest. Laurent Boussier. Un accident, un mort, des images chocs qui vont peut-être servir à quelque chose.
Aussi bien du côté occidental que du côté des forces du pacte de Varsovie, l'aventure de cet avion fou sans pilote qui franchit 5 frontières et parcourt 900 km avant de s'écraser est un véritable casse-tête. À l'est de l'avis même du ministre de la Défense, le général Yazov, le MiG-23 n'a été repéré ni par la défense antiaérienne polonaise, ni par les forces soviétiques du groupe Nord. Une lacune incroyable qui a entraîné une demande d'enquête de la part des autorités soviétiques. À l'ouest, si le rideau défensif de l'OTAN a parfaitement fonctionné, il semble que quelques retards aient été observés et surtout que l'extrême lenteur des informations données par les autorités soviétiques ait entraîné certaines confusions. C'est pour éviter que cette situation ne se reproduise dans un sens comme dans l'autre que le ministre belge de la Défense a proposé aujourd'hui la création d'un centre d'échange d'informations entre les deux blocs. Un contact possible 24 heures sur 24 entre le pacte de Varsovie et l'OTAN pour des problèmes qui pourraient se poser en Europe. Et je suis convaincu que ce qui se fait entre les Américains et les Soviétiques est très possible également ici. Ce type de liaison, genre téléphone rouge, existe depuis 1963 entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Alors pourquoi ne pas y avoir pensé avant pour l'OTAN et le pacte de Varsovie? Il y a un tel passé d'agressivité entre le pacte de Varsovie et l'OTAN que ces rapports directs entre états-majors ne sont pas encore rentrés dans les esprits malgré la glasnost, malgré la perestroïka. Et maintenant, je pense qu'à la suite de cet incident, des mesures seront prises. Et je suis vraiment prêt à parier que dans un an, il y aura des téléphones rouges ou verts entre les états-majors de défense aérienne de part et d'autre du rideau de fer. Aujourd'hui, l'URSS a promis de payer tous les dommages matériels et moraux dus à l'accident du MiG-23. Une manière de reconnaître sa responsabilité. Ces informations à l'issue du Conseil des ministres de ce matin. D'abord la date des prochaines élections sénatoriales pour renouveler un tiers du Sénat. Ce sera le dimanche 24 septembre. D'autre part, plusieurs nominations, celle de Philippe Rouvillois par exemple, qui devient le nouveau patron du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Et puis enfin des changements à la tête de la DGSE, pudiquement appelée la piscine, en fait les services secrets français. Des changements majeurs puisqu'en gros des militaires vont être remplacés par des civils. Hervé Brusini. D'abord, il y eut le coup de tonnerre. Dans cette maison qui dépend du ministère de la Défense, le 22 mars dernier, un civil prenait la place du militaire qui dirigeait la DGSE. Le préfet Claude Zilberzan devenait le patron, une vraie petite révolution. À présent, c'est une lame de fond qui emporte bien des responsables militaires de cette institution qu'on surnomme la piscine. Là encore, ce sont des civils qui vont occuper les places. Le préfet Zilberzan l'a ainsi décidé. À la très sensible direction du renseignement, le général Ponce, ici en tenue de combat, se voit remplacé par Michel Lacarrière, un policier formé à l'école de la DST, le contre-espionnage, la maison d'en face, comme on dit, celle qui dépend du ministère de l'Intérieur. L'administration générale, les services techniques de la DGSE ont aussi maintenant à leur tête des civils. Seul le service action reste placé sous l'autorité d'un général, Jean Heinrich, nommé en septembre 87. Objectif de cette réorganisation, accroître le professionnalisme du service, déclare le communiqué officiel, façon courtoise de dire qu'auparavant, les performances n'étaient guère au rendez-vous. Dans cette rénovation des services spéciaux français, la DST se veut sereine. Collaboration avant tout, dit-on. Qui peut parler de rivalité? Bernard Gérard, le patron du contre-espionnage, prend d'ailleurs très souvent des petits déjeuners avec son collègue Zilberzan de la DGSE. Et ces deux préfets-là ne se racontent pas d'histoire de préfets, mais d'agents secrets. Début des inscriptions en fac après les résultats du bac. Plus de 220 000 nouveaux bacheliers se sont précipités dès ce matin aux portes des universités. Alors pour certaines filières très demandées, c'était bien sûr la cohue, mais dans certains cas, vous allez le voir, les techniques mises au point permettent des inscriptions beaucoup moins bousculées. Monique Atlan, Claude Barnier. Cette nuit à Tolbiac, comme chaque année, se sont formées les traditionnelles files d'attente de bacheliers en herbe ou de parents décidés qui avaient préféré camper là pour avoir au moins une chance d'obtenir un dossier. Pourtant, à Assas, ce matin, une nouveauté. Panneaux électroniques, téléphones, Minitel, toute la panoplie était mobilisée. Car après Paris 6, Paris 2 avait choisi d'innover pour en finir avec ces queues interminables. Dorénavant, tout se passe par Minitel et seulement par Minitel. Ce matin, devant les portes, ne restait plus que les mal informés ou les sceptiques. Je suis là pour inscrire quelqu'un qui doit avoir ses résultats ce matin. Vous savez que ça se passe par Minitel uniquement? Oui, je sais.
Alors qu'est-ce que vous faites ici? C'est mes parents qui sont inquiets, qui préfèrent que je vienne attendre. Moi je sais que ça sert à rien, mais ça leur fait plaisir. Pour les autres, le parcours du combattant en possession du résultat semblait simple, même si on arrivait 2 heures trop tôt au rendez-vous donné par Minitel. Je viens d'avoir mon bac. J'ai fait par Minitel une demande de rendez-vous avec un code personnel. Et j'ai mon rendez-vous pour 10h30, donc je viens là pour venir prendre ma demande. Ce système en rodage laisse encore quelques questions en suspens. On n'arrive pas à avoir une communication avec le Minitel. Quels critères vont-ils sélectionner? Il n'y a pas à proprement parler de sélection. Il y a simplement un tri sur critères exclusivement géographiques fixés par le rectorat. Malgré une certaine lenteur, le bilan de l'expérience est plutôt positif, bien que le problème le plus crucial demeure. Sur plus de 2000 étudiants désireux de s'inscrire à Assas, seulement la moitié y parviendra. L'élection présidentielle polonaise reportée de quelques jours. Elle devait avoir lieu demain. Les autorités polonaises ont décidé de laisser passer la visite que George Bush, le président américain, doit faire en Pologne du 9 au 11 juillet. L'élection présidentielle aura donc lieu après. Voyons maintenant d'autres informations internationales de ce mercredi avec Éric Perrin. 100 à 200 Palestiniens, selon les sources, ont été arrêtés cette nuit dans les territoires occupés par l'armée israélienne. Les violents affrontements d'hier et d'aujourd'hui ont fait 1 mort et plus de 45 blessés parmi les Palestiniens. C'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, soumet son plan de paix à son propre parti, le Likoud, plan de paix contesté par plusieurs personnalités importantes, dont le général Sharon. La peine de mort requise à Cuba contre 7 des 14 officiers accusés de trafic de drogue. Parmi eux, l'ex-général Ochoa, ancien héros national du régime castriste. La cour martiale devrait rendre son verdict dans les jours qui viennent. Dernier hommage à Moscou à Andrei Gromyko, décédé dimanche dernier. Plusieurs milliers de soviétiques venus volontairement ou bien à la demande de leurs entreprises ont défilé ce matin devant le corps de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Andrei Gromyko a été inhumé peu après en présence de ses proches. Trois ans de prison avec sursis et 975 000 francs d'amende pour Oliver North. Le tribunal américain, qui l'avait reconnu coupable dans l'affaire de l'Irangate, lui a finalement infligé une peine relativement légère. Le lieutenant-colonel North doit par ailleurs effectuer 1200 heures de service communautaire dans un programme d'aide aux jeunes drogués. Puis enfin en tennis, les favoris sont passés à Wimbledon dans les quarts de finale messieurs. Qualification sans problème de Lendl face à l'américain Goldie en 3-7, de Becker face à Chamberlain, même punition. Et puis enfin de John McEnroe, mais là c'était beaucoup plus disputé. McEnroe a battu Wilander après un très beau match. Anne Mourgue. 4 heures, c'est le temps mis par John McEnroe pour sortir Mats Wilander. 4 heures pour 4-7 acharnés, tendus à l'extrême. D'un côté, le Suédois, soucieux de remporter Wimbledon pour la première fois. De l'autre, l'Américain, 3 fois vainqueur, mais au physique diminué depuis sa dernière victoire. Dans ce match, 2 éléments décisifs. Le service volé, tellement important sur gazon. À ce jeu, McEnroe est le plus fort. Deuxième élément, le retour de service. Au total, 17 breaks. Là encore, avantage McEnroe. Avec cette victoire, l'Américain retrouve le chemin des demi-finales pour la première fois depuis 5 ans. Voilà, et puis dans le dernier quart de finale, Edberg et Mayotte sont toujours en train d'en découdre. Ils n'ont pas fini apparemment puisqu'ils n'ont disputé qu'un set pour l'instant. Edberg a gagné ce premier set, 7-6. Dans le deuxième set, ils sont à égalité 4-4. Un match très disputé qui ne se terminera peut-être que demain. Voilà, fin de ce journal un petit peu plus long que d'habitude à cause de l'interview du président Gorbatchev. Il me reste à vous donner bien sûr les pronostics pour le tiercé de demain qui se court à Enghien. Les pronostics de Pierrette Bresse, le 10, le 6, le 12, le 7, le 2, l'As et puis le 11. Tout de suite, Kazakh orange, chemisier noir, c'est José Blanc-Lapierre pour les prévisions de la météo. Dernière édition, Henri Sagnier aux alentours de 23h30. À demain, 20h.